Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres que je vais vous présenter de ce pas. Pour commencer, je vais vous présenter le nouveau livre de J.R. dos Santos, La femme au dragon rouge, aux éditions Hervé Chopin. Ce roman est basé sur des faits réels. Voilà, c'est une fiction basée sur des faits réels. Et nous allons être avec le personnage récurrent de J.R. dos Santos, Thomas Norona, qui va avoir un problème. Sa femme va se faire kidnapper en Inde avec une autre femme que lui ne connaît pas. Il va devoir faire équipe avec Charlie Chang, qui fait partie de la CIA, et tous les deux vont essayer de retrouver ces deux personnes. Thomas Norona va se poser beaucoup de questions, il va se demander pourquoi est-ce que la CIA est autant intéressée par cette femme qu'on appelle Dragon Rouge. À mon avis, ça doit être et il pense que c'est un très très gros dossier. Lui, par contre, tout ce qu'il veut, c'est vraiment récupérer sa femme parce qu'il a très très peur de la perdre. Voilà, et dans un deuxième temps, nous allons être avec la jeune Madina, qui est une jeune Ouïghour qui habite dans un petit village pas loin de la Chine. Elle habite, alors, enfin, elle est dans le, oui, elle est à la frontière, on va dire chinoise. Donc elle habite à, alors je sais pas si vous le voyez bien, là ici. Donc elle habite à Karamé, voilà, dans ce petit village. Alors je sais pas du tout si vous le voyez. À mon avis non, ouais, un petit peu. Donc Karamé, voilà, qui est un petit village très prisé du Parti communiste chinois, parce que sous la terre, il y a du pétrole. Voilà, c'est une terre riche en pétrole. Du coup, le Parti communiste chinois est très intéressé par cette terre. Donc, Madina va voir son village changer. Il y a deux Chinois qui vont arriver dans ce petit village et qui vont faire du commerce, qui vont intéresser bien évidemment les habitants. Et donc, la vie va vraiment changer d'une façon très particulière. Ils vont, comment dire, commencer un peu à paniquer parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se révolter. Surtout qu'il y a une armée chinoise pas très très loin, qui s'est mise pas très très loin du village. Donc ils vont commencer un peu à râler, sauf que les militaires chinois vont tout simplement rire à leur nez. Et du coup, les parents de Madina vont décider de l'envoyer dans une grande ville qui s'appelle... alors attendez, je vais vous le faire voir aussi. Ici, donc qui s'appelle Urumqi, qui se situe ici, un petit peu plus loin de Karamé. Voilà, donc elle va être envoyée chez son oncle et sa tante qui habitent là-bas pour continuer ses études, pour continuer donc le collège et le lycée. Et elle va tout simplement, au bout d'un moment, vouloir être membre du Parti communiste chinois. Et elle va se rendre compte de certaines choses. Donc on va suivre son évolution parce que, bien évidemment, elle va finir ses études, elle va trouver du travail. Sauf que la vie dans la ville va totalement changer à cause du Parti communiste chinois, qui tient la ville d'une main de fer. Et ça va aller très très loin. À savoir que donc, le Parti communiste chinois a toujours raison. Voilà, il n'a jamais tort. Et les gens doivent suivre à la lettre ce que le Parti communiste chinois dit. Il faut savoir que le Parti communiste chinois n'accepte que les Chinois d'une ethnie comme eux, donc l'ethnie de la famille Han, donc H-A-N-S, et ils n'acceptent pas les autres ethnies. Donc à savoir que, donc, comme je vous l'ai dit, Madina est une jeune Ouïghour. Il y a aussi des gens qui font partie de la communauté du Kazakhstan, donc des Kazakhs, et d'autres communautés, je vais y arriver, ethniques différentes. Donc toutes celles qui ne font pas partie de la communauté des
Anne est, mis au rebut, mais d'une façon très particulière. Donc on va suivre toute cette histoire-là, et on va comprendre donc quel rapport il y a entre Madina et l'enlèvement donc de la femme de Thomas Norona et de cette fameuse femme, le Dragon Rouge. C'est une histoire vraiment très intéressante parce que vraiment J.R. dos Santos nous en parle vraiment d'une façon très intéressante. Si vous ne savez pas comment fonctionne le Parti communiste chinois, je vous conseille de le lire car c'est vraiment une histoire passionnante. Voilà, qui se lit du début jusqu'à la fin, vraiment très très bien. Et on y lit des choses vraiment affreuses. Ce que J.R. dos Santos ici a voulu faire voir, c'est une évolution vraiment assez incroyable. En fait, moi, quand je l'ai lu, je me suis crue des décennies en arrière par rapport à ce qu'a fait subir le parti nazi, autant aux Juifs qu'aux Allemands, aux autres peuples qui n'étaient pas ariens. Donc je me suis crue vraiment des décennies plus tôt, parce que ce que le Parti communiste chinois essaie de faire ressemble un petit peu à ce que les nazis ont fait aux Juifs et aux autres peuples. Sauf que là, dans ce livre, on a la technologie en plus et ce n'est pas vraiment quelque chose dont on doit se réjouir, enfin surtout pour le peuple chinois malheureusement, qui subit ces choses. Pour un oui, pour un non, voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui se passent dans cette histoire et c'est vraiment... Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'on y réfléchit beaucoup à deux fois. On y réfléchira 2 fois avant de faire confiance, malheureusement, au Parti communiste chinois. Et je plains, vraiment je plains le peuple chinois de devoir subir tout ça. Parce que, en fait, on les prive de beaucoup de liberté. Alors nous, on en a beaucoup, peut-être beaucoup, beaucoup trop. Du coup, on en profite beaucoup plus, ce qui est peut-être aussi une bonne chose. Mais eux, ils en profitent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Donc si vous avez envie de vous documenter par rapport à ça, lancez-vous parce que c'est vraiment justement très très bien documenté. J.R. dos Santos nous l'explique à la fin. Il nous explique qu'il a lu beaucoup beaucoup de documents, qu'il a interviewé beaucoup de personnes. Il a été aussi en Chine et il a vu de ses propres yeux ce qu'il se passait. Alors il n'en veut pas au peuple chinois, pardon, à proprement dit. Il en veut plus au Parti communiste, hein, qui a vraiment des méthodes vraiment très très spéciales. Donc si vous voulez le lire, je vous le conseille, La femme au dragon de J.R. dos Santos aux éditions Hervé Chopin. Le deuxième livre que j'ai lu, L'ambition d'Amélie de Bourbon-Parme, Les trafiquants de l'éternité, aux éditions Gallimard. Alors là, nous sommes dans un livre historique, nous sommes à Rome, au XVe siècle, et nous allons faire la connaissance d'Alessandro Farnèse, qui est un jeune aristocrate qui rêve d'une carrière militaire. Donc pour faire cette fameuse carrière militaire, il veut partir à Rome, car il y a une bataille qui se prépare entre la papauté, Florence, donc Laurent de Médicis, et le roi Ferdinand. Lui, je ne sais jamais où est-ce que... Alors, le roi Ferdinand qui est à Naples. Voilà, qui est le roi de Naples. Donc, il y a une guerre qui se prépare entre ces trois parties-là. À savoir que Laurent de Médicis est plus avec le roi de Naples plutôt qu'avec la papauté. Donc, Alessandro Farnese, lui, veut donc part à Rome pour combattre aux côtés de la papauté. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, vu qu'il va être arrêté et emprisonné à cause des préférences de son frère qui, lui, justement, est plus avec le roi de Naples et il est contre la papauté.
un concours de circonstances va faire qu'il va réussir à s'en sortir et il va, finalement, aller à Florence auprès de sa sœur qui habite, là-bas et il va avoir la chance de faire la connaissance de Laurent de Médicis et de la cour, de Florence, de cette belle cour et il va préférer, faire une carrière, dans la religion, donc dans l'église. Voilà, il va devenir, il va faire une carrière ecclésiastique, donc il va devenir, cardinal et au fur et à mesure de l'histoire, donc il va, se rapprocher de Rome parce que la bataille ne va pas vraiment se faire, mais ça vous le saurez en lisant le livre et il va se retrouver à Rome, près du Saint-Père, près de, de Rodrigo Borgia qui va être le nouveau pape, Alexandre VI, si je ne me trompe pas. Et grâce à Rodrigo Borgia et à l'ambition démesurée d'Alessandro Farnese et à son, comment dire, à sa touche de, avec son audace et avec son bagou, il va réussir à devenir cardinal. Voilà, et on va voir tous les jeux politiques, tous les jeux politiques dans cette histoire et les jeux de religion, comment ça se passait à cette époque-là au niveau de la papauté. C'est vraiment, alors je pense qu'on en a une vague idée, hein, je pense qu'on en a tous entendu parler. À cette époque-là, il y avait beaucoup moins de restrictions, voilà, surtout au niveau de, comment dire, euh, des relations charnelles, si on peut expliquer ça comme ça. Vu qu'à l'époque, les papes avaient et peut-être aussi prenaient le droit d'avoir des femmes et des maîtresses et d'avoir des enfants légitimes et illégitimes. Donc voilà, c'était vraiment à une autre époque, un autre monde. Et voilà, et donc on va vivre cette vie-là et comment dire, comment on appelle ça, l'apogée ou la façon dont il va monter au fur et à mesure de l'histoire. Et ça a été vraiment une très bonne histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume d'Amélie de Bourbon-Parme que je ne connaissais pas. Et je suis très contente de l'avoir lu. J'ai hâte de lire le deuxième parce que ça va être une trilogie. Donc là, on est avec l'ambition, mais le prochain, alors je ne sais pas ce sera lequel, mais je sais qu'il y en aura 3 en tout cas. Donc là, voilà, ça c'est le premier. On verra bien les deux autres comment ça va se passer. Mais en tout cas, il nous raconte une très belle histoire. Donc l'ambition, les trafiquants d'éternité d'Amélie de Bourbon-Parme aux éditions Gallimard. En troisième livre, j'ai décidé de lire Nevermore, le défi de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Alors cette histoire, elle m'a fait un peu penser à Harry Potter. On est dans un univers totalement fantastique, on peut le dire comme ça. Donc on va être avec Morrigan Crow, comme vous le voyez là. Donc c'est, à mon avis, ça doit être la petite fille qui est là, qui est juste là. Qui malheureusement est née un mauvais jour, elle est née le jour du Mervillon. Donc ça veut dire en gros qu'elle est maudite. C'est une enfant maudite, ce qui veut dire que en fait quand elle croise quelqu'un ou quand elle dit quelque chose, s'il arrive un malheur à cette personne à qui elle a adressé la parole ou qu'elle a regardé, malheureusement on va dire que ça sera de sa faute à elle. Et elle va devoir écrire des lettres d'excuses pour ce qu'il s'est passé par rapport à ces gens-là. Donc elle est maudite, elle n'est pas vraiment aimée par sa famille, c'est ce qu'il faut savoir. Et en fait, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de son 11e anniversaire. Elle sait déjà que son cercueil l'attend, bien évidemment, et elle va être sauvée in extremis par Jupiter qui va tout simplement la sauver de cette mort. Il va l'amener à Nevermore, où là, il va lui donner la possibilité
de faire partie d'une grande société qui est une société très connue, mais avant de faire avant de faire partie de cette société, elle va devoir passer des ah des épreuves. Voilà, cherchez. Des épreuves, 4 épreuves, qui sont tout aussi loufoques les unes que les autres. Mais c'était vraiment une très très bonne histoire. J'ai vraiment bien aimé l'univers dans lequel l'autrice nous a plongé. Donc vous voyez ici, ça le gros chat là. Ici en fait euh, alors c'est une chatte. Et c'est un majordome, voilà, qui s'occupe de Nevermore. En fait, Nevermore, dans Nevermore, on a un grand hôtel qui s'appelle le Calion, si je ne me trompe pas. Et c'est là que va passer le reste de son temps Morrigan avant chaque épreuve. Et voilà, et on va rencontrer plein de personnages différents. On sent que Morrigan a, comment dire, a quelque chose en elle qui fait que c'est pour ça que Jupiter l'a choisie elle spécialement, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que ces jeunes gens, parce qu'il va y avoir plusieurs personnes, en fait ils ont des dons, chacun a un don, et en fait Morrigan, elle pense qu'elle n'a absolument aucun don, elle ne sait pas quel don elle pourrait avoir et pourquoi Jupiter l'a choisie elle spécialement, et, euh, et on va, au fur et à mesure de l'histoire, on va vite comprendre ce qu'il se passe par rapport à elle et pourquoi Jupiter finalement l'a choisie. Et c'était une très belle histoire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Effectivement, ça fait un peu penser à Harry Potter. Mais bon, il y a des petites consonances, mais c'est pas énorme. Mais j'ai vraiment bien aimé. En plus, c'est écrit gros. Les chapitres, les débuts de chapitres sont tous vraiment originaux. Il y a toujours une petite illustration qui est sympathique. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Je lirai le deuxième avec grand plaisir, vu que là, il y a 3 tomes de sortie. Pour l'instant, je crois qu'il y en a un 4e en préparation, si j'ai bien vu tout ça. Donc, quand je verrai le deuxième, je pense que je me l'achèterai avec grand plaisir. Donc, les défis de Morrigan Crow, de Nevermore, de Jessica Thompson, aux éditions Pekaji. Et le dernier livre que j'ai lu, donc on est encore dans du jeunesse, donc Le tombeau des immortels, Vampiria America de Victor Dixon, aux éditions R. Dans cette histoire, donc je suppose que vous connaissez, il y a déjà eu une trilogie, ça a été la trilogie des Vampiria, la saga des Vampiria, donc on a la cour des ténèbres, la cour des miracles et la cour des ouragans qui se passe en France. Là nous sommes en Amérique et il y a 3 tomes qui vont sortir. Donc nous sommes avec 6 Desperados qui n'ont absolument rien à perdre vu qu'ils ont déjà à peu près tout perdu, qui vont décider de mettre un stop aux vampires vu qu'ils prennent un petit peu de place dans la vie des gens. Alors, je sais que donc ils vont tout simplement prendre en otage, je vais y arriver, 13 personnes, voilà, qui vont arriver pour un bal qu'on appelle le bal des débutants. Et donc, durant ce bal, ces 13 personnes vont tout simplement transmuter. Donc, ils vont tout simplement boire du sang pour devenir vraiment vampires. Là, ils sont qu'à demi-vampires. Et ils vont devenir vampires ce jour-là, le jour de ce fameux bal des débutants. Sauf que ces 6 Desperados-là en ont décidé autrement, vu qu'ils vont tout simplement décider de commettre un kidnapping et de kidnapper ces 13 personnes pour tout simplement déjouer ce fameux bal et faire payer le pouvoir vampirique à un fameux... alors je sais plus si c'est un ministre ou... mais bon, à tous ces vampires qui n'hésitent pas à mordre des gens sans vergogne pour les tuer ou bien les faire devenir vampires.
Voilà, donc c'est une grande quête. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé la plume. C'était vraiment un très bon livre. Donc, comme vous le voyez, on est à chaque début de chapitre. Donc, on commence par un personnage. Et on connaît aussi... Alors, il y a donc avant l'enfermement. Et il y a un après enfermement. Et un pendant, je crois, non? Je ne sais plus. Pendant l'enfermement? Non, après l'enfermement, c'est ça, après l'enfermement. Donc en fait, ils vont être enfermés, donc les 6 Desperados avec les 13 personnes. Et ils vont tout simplement essayer de négocier le fait qu'ils ont ces 13 personnes en otage pour essayer comment dire, de s'enfuir tout simplement et de mettre la chic à ces vampires. Oui, c'était une très très belle histoire. Moi, j'ai bien aimé les 6 Desperados. C'est des personnages avec comment dire, des caractères différents, avec un passé différent. Chacun a son passé bien propre. Et on va en apprendre un peu plus par rapport à eux. Oui, c'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé cet univers. C'était la première fois que je lisais un livre avec des vampires. Et je lirai le deuxième avec grand plaisir, même le troisième, hein. De toute façon, il y en a 3. Et je me lancerai peut-être dans la première trilogie des Vampiria pour voir comment ça se passait pour la France. Voilà. Parce qu'en France, on est avec Louis XIV, qui est le grand maître donc de la France et qui essaye avec Anne Stuart, qui est aussi un vampire, qui essaye comment dire, de prendre l'ascendant sur l'Amérique, parce que du coup qu'il y a eu des vampires, tout ça, l'Amérique n'a pas son indépendance, donc du coup elle est pas comment dire, un pays très, comment dire, très fort. C'est plus la France et l'Angleterre qui sont forts. L'Amérique n'est pas très très forte. Donc ils essayent tout simplement de... Alors l'Amérique essaye comment dire, de faire du tort à la France pour essayer comment dire, de contrer Louis XIV, en fait, hein, tout simplement. L'immuable, comme il l'appelle. Voilà, enfin bref, c'était une très très belle histoire avec de très bons personnages. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai absolument pas regretté de l'avoir lu. Donc si vous voulez vous lancer dans cette histoire, n'hésitez pas parce que ça a été une belle découverte pour moi. Donc Le Tombeau des Immortels, Vampiria America de Victor Dixon aux éditions R. Voilà pour mon bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Donc mes prochaines lectures. Je suis en train de dégommer, d'ailleurs je l'ai bientôt fini, le livre de Lucinda Riley, Les 7 sœurs, le 3e, La sœur de l'ombre, aux éditions Le Livre de Poche. Après, je vais lire donc Néo de Michel Bussy, le tome 1, La chute du soleil de fer, aux éditions PKJ. Ensuite, j'ai l'intention de lire Le nouveau Franck Tillier, La faille, aux éditions Fleuve Noir. Et ensuite, j'ai l'intention de lire donc un nouvel Agatha Christie, Meurtre en Mésopotamie, aux éditions Hachette Collection. Donc là, nous allons être avec Hercule Poirot. Voilà pour mes nouvelles lectures. Donc j'espère que pour vous, ça va. J'espère que vous avez de très bonnes lectures, que la reprise n'a peut-être pas été trop compliquée, trop dure pour vous. Je vais vous faire un book haul. La prochaine vidéo, ça sera un book haul parce que je me suis acheté des nouveaux livres. Voilà, j'ai craqué. Je me suis acheté des livres Amazon, mais il y a encore un livre qui doit arriver. Donc j'attends qu'il arrive, après je vous fais le book haul. Je me suis acheté aussi des livres à mon espace culturel de chez Leclerc, donc il faut que je vous les présente. Et il y a ma soeur qui m'a prêté 2 livres. Donc ça va faire une petite dizaine de livres que je vais vous présenter la prochaine fois. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. J'espère que mes explications étaient à peu près claires. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine, une très bonne reprise pour ceux qui peut-être recommencent que cette semaine. Et moi je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau book haul. Bonne journée, bye bye.